je vous propose qu'on enchaîne directement avec la deuxième table ronde qui s'intitule « Faut-il repenser les relations du travail ?» On va parler de la durée du travail ou de la durée du contrat. Et le code de travail est-il adapté aux spécificités de votre secteur ? Nous allons appeler pour cette table ronde Didier Chenet, Jérôme Buche qui travaille avec le président Chenet au Sinorca, Aziz Bentaleb, le président des traiteurs, organisateurs et réceptions au Sinorca. Je ne sais pas si j'ai pas vu le député des Yvelines, Jean-Frédéric Poisson. Il est là, je ne vous avais pas vu, monsieur le député. Bienvenue, bonjour. Monsieur Henri Mottet, directeur des ressources humaines, merci, de la pataterie. Et puis Hélène Traiteur, donc monsieur Éric Hélène Louis. Merci de prendre place. Et je vais demander à Didier, peut-être Didier, d'ouvrir cette deuxième table ronde. Et Jérôme nous fera un PowerPoint pour nous éclairer. Oui, juste pour vous dire un petit peu où en sont l'état des négociations. Donc, sur la durée du travail et tout court l'état des négociations avec nos partenaires sociaux. Donc, deux sujets importants. La première sur la durée du travail et l'aménagement donc de la durée du travail. C'est le fameux accord avenant numéro 19 que nous avons signé il y a de cela un mois et demi, c'est cela, Jérôme, 29 septembre. Jérôme va vous donner les détails. C'est un accord qui est extrêmement important car il permet à nos entreprises, donc encore une fois, d'annualiser le temps de travail sous certaines conditions, mais ça, Jérôme va nous le dire. La deuxième concerne le projet d'accord sur le temps partiel que nous avons soumis aux organisations de salariés pour lesquelles nous attendons pour l'instant une réponse. Il est évident que nous allons aborder à cette occasion le désastreux accord sur le temps partiel, le minimum des 24 heures, qui dans notre métier est totalement inapplicable, inacceptable, et on ne peut pas admettre aujourd'hui de nous dire oui, mais c'est les jeunes, les étudiants de moins de 26 ans. Je suis désolé, nous on n'est pas dans un métier où on emploie des étudiants de moins de 26 ans. On en emploie peut-être, mais après, ils deviennent des salariés à part entière. Et puis la deuxième des choses, alors, et Jérôme l'expliquera encore mieux, c'est quand je vois qu'on peut quand même y déroger sous réserve qu'il y ait un accord entre le salarié et l'entreprise. Moi, je vous dis tout de suite, ce genre de contrat et ce genre d'accord, on va droit, le jour où il y a un problème, on va droit au prud'homme et on va voir qu'on peut avoir les pires craintes quant à l'issue du jugement. Jérôme. Alors, je vous demanderai, Jérôme, d'être précise et concise. Je vais essayer. Normalement, il y a une présentation PowerPoint qui doit apparaître. Voilà. Alors, effectivement, sur la durée du travail, le 29 septembre 2014, les partenaires sociaux ont signé un accord qui permet d'aménager la durée du travail, on va dire, sur l'année, en tout cas sur une période supérieure à la semaine. Cet accord, la procédure d'extension est en cours, mais sachez qu'il est applicable aux entreprises adhérentes du Sinorcat depuis le 29 septembre. C'est un accord qui tient compte de la spécificité des activités de nos entreprises, puisqu'il permet de faire fluctuer la durée du travail sur des périodes de haute activité et de basse activité. Donc pendant les périodes de haute activité, vos salariés peuvent travailler jusqu'à 48 heures par semaine, et sur les périodes de basse activité, ils peuvent ne pas travailler du tout. L'idée, c'est que sur l'année, donc l'année civile ou l'exercice fiscal au choix, les périodes de haute activité et de basse activité se compensent pour arriver à une durée moyenne, par exemple de 35 heures par semaine. Dans ce cas-là, vous n'aurez donc pas d'heures supplémentaires, puisque les heures supplémentaires ne se décompteront plus sur la semaine, mais sur l'année. Donc du coup, si vous êtes parti sur une moyenne 35 heures et que la haute activité et la basse activité se sont compensées, il n'y aura pas d'heures majorées à payer à vos salariés. Ils seront sur cette base-là payés sur une rémunération dite lissée, c'est-à-dire sur une base 35 heures ou plus si vous voulez que ce soit plus, mais sur une base lissée sur l'année, et on ne regardera qu'au 31 décembre de l'année civile, si effectivement ils ont potentiellement travaillé un peu plus. Donc on sort, ou la fin de l'exercice fiscal effectivement, ou pour les entreprises saisonnières, la fin de la saison, puisqu'il y a effectivement le cas des entreprises saisonnières
Donc entreprises permanentes ayant une activité saisonnière ou entreprises saisonnières, c'est-à-dire qui ne sont pas ouvertes toute l'année. Donc voilà, donc les heures supplémentaires, ce ne sera qu'à la fin de l'année. Pour la mise en place donc, de cet aménagement du temps de travail, c'est en application de cet accord de branche. Et sur le planning, la succession haute-basse activité, le principe est de prévenir vos salariés au moins 15 jours à l'avance. Voilà. Voilà pour cette partie accord signé, donc qui permet voilà, de sortir éventuellement de la problématique des heures supplémentaires et de vous adapter aux spécificités de vos activités. Sur la deuxième partie de la problématique de la durée du travail, c'est le fameux temps partiel. Donc sur le temps partiel, comme M. Chenet vous l'a dit, la loi de sécurisation de l'emploi prévoit que les salariés à temps partiel doivent travailler au minimum 24 heures par semaine. 24 heures par semaine, sauf pour les étudiants de moins de 26 ans, c'est cumulatif, il faut être étudiant et moins de 26 ans, ou sauf si le salarié vous demande de travailler moins, donc vous fait un écrit au terme duquel, pour des raisons personnelles ou parce qu'il a un emploi à côté, il vous écrit noir sur blanc qu'il souhaite travailler moins. Effectivement, aujourd'hui, la loi étant relativement récente, on n'a pas encore d'informations sur le degré de motivation de la lettre du salarié. Donc on ne sait pas encore, devant les prud'hommes, comment sera interprété le courrier, si la simple indication pour des raisons personnelles, je veux travailler moins de 24 heures, va être suffisante pour vous autoriser à le faire travailler moins de 24 heures. La dernière dérogation, c'est l'accord de branche. Donc un accord au sein de notre branche prévoit une durée de moins de 24 heures. A été soumis par les organisations patronales, donc par le SINORCAT, le GNI, un accord en octobre 2013. Depuis, nous n'avons pas encore eu de retour des organisations de salariés. La prochaine réunion de négociation est fixée le 14 novembre et c'est lors de cette réunion qu'en principe, ils doivent nous faire des observations éventuelles sur notre accord, notre projet d'accord. Ce projet d'accord, il prévoit une dérogation conventionnelle à 10 heures de travail par semaine, soit 43,30 heures par mois. Voilà. Donc, on va attendre les contre-propositions de salariés, mais ces 10 heures sont effectivement pensées par rapport à vos besoins sur certains profils de postes, des veilleurs de nuit par exemple, des choses comme ça. On a bien compris que le 24 heures n'était pas du tout adapté et que vous aviez besoin d'un minimum de 10. Sur l'autre point, parce qu'on parle du temps partiel, il y a donc la durée du travail, il y a les majorations, puisque depuis la loi de sécurisation de l'emploi, les majorations ont été augmentées. Dans notre branche, on était à 5%, on est passé à 10% par application de la loi pour les premières heures complémentaires, celles qui sont accomplies dans la limite du 10e de la durée fixée au contrat. Pour les heures suivantes, on reste à 25 heures, ce qui était déjà le cas avant. Ce qui est proposé dans l'accord de branche, c'est que toutes les heures complémentaires que pourrait être amené à faire le salarié soit majoré de 10%, qu'on n'ait plus 10 et 25. Avant, on avait 5 et 25, maintenant on propose 10 pour l'ensemble des heures. Un autre point sur le temps partiel, c'est les compléments d'heures. La loi... Enfin, on a très souvent cette question au département des affaires sociales. J'ai un salarié à temps partiel, au moment d'événements particuliers, au moment des fêtes par exemple, j'aurais besoin qu'il travaille un peu plus et il me demande même à travailler un peu plus. Aujourd'hui, c'est interdit par la loi. On ne peut pas faire un avenant à la durée, au contrat de travail d'un salarié à temps partiel pour le faire travailler plus. Néanmoins, on peut, si un accord de branche le prévoit, faire signer ces avenants. Donc évidemment, le projet que nous avons remis aux organisations de salariés prévoit cette possibilité d'avenant d'augmentation de la durée du travail. Il est prévu dans le projet la possibilité de conclure avec le salarié à temps partiel 8 avenants par an. Ces avenants pouvant l'amener à travailler à temps complet sur une période de plusieurs semaines ou de plusieurs mois. Donc ce qui permettrait là aussi de pouvoir, même pour le temps partiel, vous adapter aux besoins de votre entreprise en tenant compte des périodes où vous avez un besoin plus important de travail de certains de vos salariés. Un autre point sur le temps partiel, c'est les fameuses coupures. Dans notre branche,
que pour le temps partiel, puisque les coupures sur le temps complet n'ont pas été changées par les textes. Sur les coupures temps partiel, la loi de sécurisation de l'emploi revient à une coupure de 2 heures maximum entre deux services, 5 heures jusqu'à présent dans notre branche. Sauf pareil, accord de branche et dérogeant. Donc bien évidemment, notre projet prévoit d'augmenter cette durée de 2 heures à 5 heures, revenir aux 5 heures existantes, voilà, ce qui existait déjà. Et comme le texte, enfin la loi prévoit des compensations pour toute coupure de plus de 2 heures, la compensation, c'est que le salarié qui aurait une coupure de plus de 2 heures est un contrat à 24 heures par semaine. Voilà les principaux points de notre projet d'accord qui donc doit être négocié avec les organisations de salariés le 14 novembre, donc dans une dizaine de jours. Alors, en attendant ces négociations, vous êtes de toute façon tous aux manettes de vos entreprises avec une masse salariale qui peut représenter 30-40% de ce que vous allez, ou 50% de ce que vous devez sortir chaque mois. Et on a proposé à monsieur donc, Henri Mottet de nous faire part de la façon dont il met en place le management du temps de travail dans les 200 restaurants La Pataterie. Vous êtes DRH de cette chaîne. Vous me disiez tout à l'heure 13 employés en moyenne par entreprise, donc énormément d'employés, et vous êtes donc spécialiste de ces questions-là. Comment on fait pour planifier ? Modeste spécialiste, pour le coup, mais ce sont des préoccupations que nos franchisés partagent, puisqu'avant d'être rapprochez le micro, 200 restaurants, voilà. Et d'être l'employeur de 13 salariés par restaurant, c'est d'abord des chefs d'entreprise indépendants qui ont des problématiques d'indépendants qui ressemblent beaucoup aux vôtres. Donc la fréquentation est en baisse, donc on le vit tous, à des degrés plus ou moins importants. Les règles sociales se complexifient, le pilotage des masses salariales devient de plus en plus important. Et donc par conséquent, l'exercice de planification devient de plus en plus subtil. De l'autre côté, il faut aussi garder en tête que nos salariés, parce que c'est aussi une garantie d'efficacité, de qualité et donc de maîtrise de nos masses salariales, doivent nous rester fidèles et doivent rester donc motivés quand ils sont dans nos restaurants. Quand on fait le mix de toutes ces contraintes-là, on mesure combien l'exercice de planification est subtil. Et puis si je rajoute une nouvelle couche avec l'inspection du travail et tous les contrôles qui sont opérés de manière de plus en plus pointue, donc avec des questions de plus en plus précises, là encore, nécessité impérieuse qui nous est faite de pouvoir maîtriser cet exercice qui est celui de la planification. Donc on utilise avant des changements à venir que nous souhaitons tous, la panoplie qui est à notre disposition, avec les contraintes qui nous sont imposées. Bien évidemment, le CDI 35 heures, dont on a bien compris que le législateur souhaitait faire la norme, mais qui n'est pas forcément adapté à la variation de nos activités, une variation d'activité qui est quand même essentiellement due à des clients qui sont pour le moins volatiles, avec des bosses, avec des creux en termes de présence, un exercice de prédiction qui est extrêmement compliqué à faire. Donc ce CDI, c'est très concrètement l'utilisation, notamment donc, en termes d'heures supplémentaires quand elles sont faites, un choix de les compenser sous forme de repos compensateur de remplacement. Quand il y a des creux, on utilise le repos compensateur de remplacement. Mais aussi le CDD, surcroît d'activité quand on le peut, le contrat saisonnier aussi quand il y a une pertinence à l'utiliser. Troisième levier que nous utilisons, c'est le temps partiel, que ce soit en CDI ou en CDD. Malgré toutes les contraintes qu'évoquait Mme Buche tout à l'heure, ça reste quand même une réponse adaptée, surtout si on est dans une logique d'heures mensuelles, donc une définition du temps partiel sur une base mensuelle et pas hebdomadaire, ce qui permet aussi de limiter l'impact des éventuelles heures complémentaires quand elles sont faites. Et bien évidemment aussi le recours au contrat d'extra. Alors on sait que c'est un sujet délicat, un sujet risqué. Donc on va évoquer, je pense, tout à l'heure les problématiques contentieux. Pour autant, nous apprécions nos risques au regard du volume d'heures que nous proposons donc à nos salariés en extra, mais qui de toute façon nous permettent à un moment donné, je reprends l'image des creux, mais des bosses, sur certains services clés, et bien de pouvoir limiter
et optimiser plutôt la dépense en heure que nous allons faire. Exercice subtil, exercice compliqué. J'ai milité auprès de nos franchisés donc pour sortir du tableur Excel, pour aller vers quelque chose, un outil, je dirais, donc un peu plus sophistiqué, un peu plus professionnel si vous me passez l'expression. Et je pense qu'il est grand temps maintenant de pouvoir s'équiper avec des outils de planification. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont fait. Je milite vraiment pour que nous puissions aussi passer ce cap-là. Vous parliez justement d'un sujet qui est un point de crispation actuel. Le recours aux extras, c'est notamment le cas pour les traiteurs, les organisateurs de réception. Peut-être de nouveau donner la parole à Jérôme Buche et puis vous compléterez, Monsieur Bentaleb, pour une petite présentation qui vous permet de recadrer aussi où on en est sur cette affaire d'extra. Alors c'est pareil, normalement il y a une présentation PowerPoint. Hop. Alors, donc on a vu la première problématique qui est la durée du travail, on en a une deuxième qui est la durée du contrat. On sait que le principe c'est le CDI, cependant le CDI c'est pas toujours la solution adaptée à la situation. On sait aussi que la loi dans notre branche autorise le recours au CDD d'usage qui s'appelle les extras. Donc je vous rappelle rapidement ce que c'est qu'un CDD dit extra. C'est un contrat d'une ou deux journées dans la limite de 60 vacations, c'est-à-dire 60 journées de travail sur un trimestre. Et comme c'est un CDD, il faut nécessairement un contrat écrit, remis dans les 2 jours ouvrables aux salariés. Il faut nécessairement une déclaration préalable à l'embauche remise aux salariés pour chaque vacation. Avec quand même un petit point de simplification pour vous, qui est que s'il y a plusieurs vacations dans un même mois, vous êtes autorisé à ne faire qu'un seul bulletin de salaire et qu'une seule déclaration, attestation Pôle emploi. Et puis, c'est un contrat donc, qui, certes, est un CDD, mais vous n'avez pas de prime de précarité à verser au terme du contrat. Ça, c'est la législation. Vous avez donc, pour sécuriser vraiment vos pratiques, faire très très attention à bien faire signer tous vos contrats d'extra par vos salariés, donc dans le respect des 2 jours ouvrables. La Cour de cassation, mais je vais y revenir, est extrêmement rigoureuse par rapport aux extras et sanctionne lorsqu'on recourt à des extras pour autre chose que des postes, comment dire, enfin, en fait, voilà. Ce qui est interdit, c'est les postes administratifs, les postes de production. Les postes autorisés par la jurisprudence, c'est le serveur, le maître d'hôtel. Voilà, ça présente moins de risques de se limiter à ce type de poste-là. Et ce qu'on vous conseille aussi, c'est de faire, entre guillemets, le terme n'est pas très très beau, mais tourner vos extras. C'est-à-dire de ne pas confier trop de vacations à la même personne. Parce qu'effectivement, on a depuis quelque temps une multiplication des contentieux en matière d'extra. Alors même que c'est un besoin impératif dans notre branche d'activité pour l'ensemble des établissements, restaurants, hôtels et aussi pour les traiteurs. On a une fluctuation de l'activité. Je prends l'exemple donc des traiteurs. Ils ont une réception, ils ont besoin de mobiliser 10, 20, 50, 100 personnes du jour au lendemain. Donc on a besoin de l'extra. La loi nous autorise à recourir aux extras. Cependant, la jurisprudence en 2008 est venue de fait interdire le recours aux extras, puisqu'elle vous demande de prouver que l'emploi confié à l'extra est par nature temporaire. Comment peut-on prouver qu'un poste de serveur est par nature temporaire? La preuve est de fait impossible. Le recours aux extras est donc de fait impossible. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les contentieux donc, se multiplient et les sanctions tombent quasi systématiquement. Les employeurs sont systématiquement condamnés par le Conseil de prud'homme, un peu moins parce qu'ils prennent conscience de la réalité économique de nos entreprises, systématiquement par la Cour d'appel, qui donc a une lecture extrêmement stricte des textes comme la Cour de cassation. On ne prouve pas, on prouve les fluctuations d'activité, ce besoin de main-d'œuvre
serait temporaire, mais on ne prouve pas le caractère par nature temporaire de l'emploi, puisque c'est impossible, et donc on condamne. Et quand je vous dis on condamne, c'est des montants à plus de 100 000 € par extra. Vous avez 50 extras, je vous laisse faire le calcul. Parce que donc c'est requalifié en CDI, c'est requalifié, donc il y a le dommage et intérêt pour la requalification, et puis les juges vont au-delà de ça, c'est qu'ils requalifient du coup ces CDD temporaires en CDI à temps complet. Donc ils font payer un rappel de salaire pour les intercontrats, d'où les 100 000 € hors charge patronale. Alors même que les extras ne justifient pas de leur situation intercontrat. C'est-à-dire que on leur demande de dire qu'avez-vous fait entre vos contrats. Avez-vous été indemnisé par Pôle emploi? Avez-vous un autre employeur? Parce qu'on sait pertinemment que pour certains d'entre eux, en tout cas, ils sont en situation de multi-employeurs. Donc toutes les périodes intercontrats sont couvertes soit par l'allocation Pôle emploi, soit par des contrats. Mais les salariés au prud'homme ne produisent pas ni leur déclaration d'impôt, ni aucun justificatif. Et malgré l'absence de justification, la Cour d'appel va quand même condamner l'employeur à payer cet intercontrat par le biais d'un rappel de salaire et des dommages et intérêts. Donc la problématique aujourd'hui est très importante, et à 100 000 € par contentieux, vous vous doutez bien qu'on prend un risque de fermeture d'un certain nombre de structures, en particulier les traiteurs. C'est pour ça que le Synorca a mené un certain nombre d'actions que M. Bentaleb va vous présenter. Voilà la réaction. J'ai entendu quel mot réaction. Je vais être très clair, parce que c'est très technique. Jérémine, d'ailleurs, merci du travail qu'elle a travaillé avec Franck Troué. Il ne faut pas oublier, parce que Franck Troué aussi c'est sur ce dossier, qui est le directeur général du Synorca. Il y a eu, Didier, j'ai fait par écrit d'ailleurs, je t'ai envoyé un courrier, et le président des traiteurs de France qui est présent ici, Eric Louis, on a fait un courrier urgent à la suite de 3 dépôts de bilan de traiteurs, à la suite de contentieux. Jérôme, en première étape, quand vous avez expliqué, les 60 heures, les 60 jours, on applique tout ça, ça s'appelle la convention collective. On l'applique. Ça veut dire qu'on a eu des accords avec les partenaires sociaux. Et qu'un juge, aujourd'hui, n'a pas compris notre situation, notre fonctionnement, a décidé qu'on n'a plus le droit, du jour au lendemain, en 2008, qu'on n'a plus le droit de travailler, c'est clair. Aujourd'hui, quand ça concerne, on parle des traiteurs, on peut parler aussi des hôteliers, des restaurateurs qui sont dans les mêmes conditions que nous. Parce que c'est nous premièrement, c'est nous qui sommes jugés. C'est des montants de 100 000 €, et j'en ai même à 130 000 € par extra. On n'est pas dans la durée du travail, on n'est pas dans la réalité. Il peut avoir, il suffit d'un contrat, ça suffit pour qu'il ça. Alors, je crois qu'on a un président aussi au sein du Synorca qui est juge au tribunal de commerce. Il m'a dit en conseil d'administration, il m'a dit que quand il y a des entreprises qui viennent chez nous au tribunal de commerce, c'est souvent c'est 1 sur 3 où il y a un dépôt de bilan à la suite d'un prud'homme. Mais nous, les torts, c'est 100%. Dès qu'on aura un prud'homme, et je crois que très important de vous dire, les torts en France représentent des entreprises de famille qui sont 70% moins de 10 salariés. C'est-à-dire c'est des petites PME et qui regroupent toutes les régions de France. Toutes les régions de France. Ce qui veut dire aujourd'hui, 100 000 €, pour eux, c'est fini. Moi, j'ai des appels régulièrement des traiteurs qui m'appellent, des torts, qui m'appellent en me disant « Au secours, comment on fait ?» Alors c'est pour ça qu'à la suite de ça, j'ai fait un courrier à Didier, et je crois que je le remercie d'ailleurs. Il a pris à cœur, et il a eu un rendez-vous avec M. Montebourg à l'époque. Il a informé de la situation des torts. Le soir même, vous êtes allé à l'Élysée, vous êtes reçu, voilà. Vu la gravité, M. Montebourg avait dit effectivement c'était assez compliqué. L'Élysée a réussi à nous avoir un rendez-vous au ministère du Travail avec M. Ramsalem, sa conseillère, et c'est là l'action qu'on a commencé à fonctionner. Rencontre avec la conseillère, lui parlons du problématique que nous rencontrons par rapport à nos extras. En espace de quelques minutes, elle avait très bien compris que c'est incompréhensible. En plus, c'est une juriste en constitutionnel, elle comprenait très bien elle avait très bien compris. Alors, on a essayé de trouver une solution. Il fallait créer un décret. Monsieur le parlementaire, je pense que vous allez comprendre pourquoi pas
une loi parce que c'était infaisable et ça raccrochait plusieurs branches et ce n'était pas le sujet. Et c'est pour ça qu'il fallait fonctionner par un décret. Alors, un décret aujourd'hui, comment arriver à casser cette jurisprudence qui est en cassation? Il faut qu'elle soit très réglée pour qu'on arrive. Et là, on marche sur la tête, parce que moi, je ne suis pas juriste de base, je ne suis pas une formation juriste. Et alors, on est resté longtemps à discuter. On est reparti, bien sûr. Il faut un décret. C'est-à-dire que c'est à nous de le créer, ce décret, sachant qu'on n'est pas des juristes de base. Alors, à la suite de ça, on a créé un groupe de travail avec des adhérents au Sinorca. Comment on pourra en fonctionner ça? On a abouti à un décret, un semblant de décret, bien sûr. Alors, une proposition de texte réglementaire soumis au cabinet du ministre visant à encadrer la notion d'emploi pour la nature temporaire. On a essayé de mettre ça. Et là, et j'espère qu'il sera là, notre ministre, M. Rassanem, parce que je crois que Franck me confirmera combien on a essayé d'avoir pour obtenir un rendez-vous avec le ministre. 5. Pas une seule fois il nous a répondu. Pas une seule fois, aucune réponse de sa part, jusqu'à aujourd'hui. Alors, honnêtement, je n'ai rien. C'est inadmissible qu'on lui informe qu'il y a des dépôts de bilan, qu'il y a des entreprises qui sont en train de s'écrouler, des salariés, des milliers de salariés qui sont aujourd'hui en situation, on ne sait pas où ils vont aller. Et c'est toutes les régions de France aujourd'hui qui représentent. Alors, j'espère qu'il sera là et j'en lui dirai un petit mot. J'ai demandé à M. Chénet qui me laissera lui parler quelques instants par rapport à ça et qui prenne vraiment à cœur. Et je veux savoir qu'est-ce qu'il en pense, qu'il me dise clairement, est-ce qu'on continue à travailler ou on arrête? Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de prendre d'extra. Il est interdit de prendre d'extra. C'est ce que je vous dis. Je résume. Le CDD dans notre métier, les extras, interdiction. On lui a approuvé. Alors, M. Franck Trouet a réussi à nous avoir encore rendez-vous avec la DGT, ce qui veut dire la Direction Générale du Travail. Ils nous ont reçus pendant 1 heure. Et vraiment, pour la DGT, pour recevoir au ministère 1 heure, ça a été vraiment... On a travaillé que pendant 1 heure. Pareil, alors il y a eu une bonne 10 minutes, on était les méchants. En général, quand un chef d'entreprise va au prud'homme, on est des méchants. Mais au bout de 10 minutes, ils ont bien compris que c'est pas normal. Alors, c'était pas normal, ils ont compris qu'effectivement, là, on vous rejoint. Mais, alors, ils nous ont dit, textuellement, c'est très clair, il faut regarder, c'est à nous encore de travailler, bien sûr, toujours, nous les chefs d'entreprise, à nous de travailler, il faut regarder toutes les juridictions, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu des prud'hommes, ça veut dire encore, on n'a que ça à faire. Alors, voilà, le travail qui est lourd, Jérôme, elle a très bien compris, encore du travail pour elle, et surtout pour nous, comment on va on est des parlementaires, on est des fonctionnaires, aujourd'hui, on est des chefs d'entreprise. On est là pour amener de la richesse à la France. C'est ça notre job. Notre job, c'est créer des emplois. C'est ça notre travail. Nous, ce qu'on demande, c'est de travailler. Dernière étape, je sais que quand je prends la parole, je ne la lâche pas, et surtout ce sujet. Moi, honnêtement, non, mais c'est ce que moi, honnêtement, je suis un peu crispé parce que j'ai tous les jours des appels et je ne sais pas quoi leur dire. Je ne sais pas comment leur dire et je n'ai pas de solution pour eux. J'ai des amis, des chefs d'entreprise, d'ailleurs, je remercie, il y a énormément qui sont venus de toute la France. J'ai de la Bourgogne, j'ai de Toulouse, qui sont tous là, ils attendent une réponse. Ils veulent repartir, au moins qu'on puisse leur dire, voilà, on va peut-être survivre. C'est des entreprises de famille. Aujourd'hui, alors que M. Chénet me dira, vous avez rencontré le ministre du tourisme, Laurent Fabius. J'ai rencontré des conseillers, je leur ai dit, ils parlent du tourisme de loisirs. Le tourisme de loisirs, on n'en parle que ça. Mais le tourisme d'affaires, c'est nous les touristes d'affaires. Sans un traiteur, sans une salle, sans un hôtel, on ne peut pas fonctionner. Et je vous donnerai simplement un exemple. J'ai un journaliste qui m'a interviewé tout à l'heure. Il m'a dit, je vais lui expliquer qu'un jour, vous voyez, on n'a pas pu fonctionner. J'ai une réception qui a eu lieu il y a 3 ans, sur un congrès médical, sur Paris, 3000 personnes. Cette année-là, on n'a pas pu la faire parce qu'on n'avait pas de lieu, etc. L'année d'après, ils ont été à Berlin.
3000 personnes qu'on a perdues, qui ont été à Berlin. Parce que les capitaux, qu'ils soient Berlin, Barcelone, eux, ils s'adaptent, ils ont compris, ils aident leur entreprise, ils comprennent tout ça. Qu'est-ce que nous, on fait encore? Nous, on est encore en train de nous écrouler de plus en plus. Alors aujourd'hui, je demande, je vous remercie d'être présent aussi, aidez-nous. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider? Là, c'est un cri. Aujourd'hui, c'est une entreprise que j'ai aussi, familiale, qui est de 3 générations. Heureusement que mon père n'est pas là aujourd'hui, parce qu'il verrait cette situation. Je ne peux pas transmettre à mes enfants, parce que demain, l'entreprise va disparaître. Voilà, je remercie, excusez-moi d'être assez long, je parle du cœur. Merci. Alors quand on disait en début de table ronde que ce point des extras était un point qui crispait la situation, c'est une évidence. Avant de donner la parole à monsieur le député, peut-être monsieur Louis, vous êtes vous aussi traiteur, Hélène Traiteur, votre société, en complément de ce qui vient, je pense, bien d'être évoqué, comment vous vivez la situation sur le terrain? Comme vous le voyez, j'ai une cravate noire, une chemise noire. Je commence à porter le deuil de mon entreprise, de mon association et de mon métier. Et ça, je ne puis le tolérer. Aujourd'hui, c'est juste un métier, une filière qui est complètement en danger et qui est pour certains en survie. Je crois qu'on ne mesure pas l'importance de la problématique dans nos entreprises. On ne mesure pas, au sein de l'Association des traiteurs de France, nous sommes 37 adhérents. Nous représentons 1200 employés à plein temps. Si on extrapole le nombre de CDD, de personnes en CDD, vous pouvez multiplier par 7, on représente 10 000 emplois. Nous ne sommes que 37 entreprises au sein des traiteurs de France. Vous imaginez le choc que cela peut représenter au niveau économique. Et je crois qu'il faut rajouter aussi une chose, c'est qu'on n'en a pas parlé jusque-là. J'ai bien entendu la personne du MEDEF tout à l'heure. On connaît tous nos salariés. Je les appelle par leur prénom. Je les connais, je leur parle. Mais ce système de CDD, de droit d'usage d'extra, ça les intéresse fortement. C'est un système dans lequel 99% de nos extras se retrouvent. J'ai moi-même dans mon entreprise des personnes en CDI qui partent de chez moi pour avoir ce statut d'extra. Il ne faut pas l'oublier. Arrêtons de parler des privilèges des employeurs. Mais c'est un privilège, ce statut d'extra, qu'ils défendent et que pour certains d'entre eux, ils défendent. Nous sommes simplement dans un contexte économique qui est compliqué, où des extras ont bien compris qu'ils pouvaient en tirer des bénéfices et attaquer leurs anciens patrons. Ils n'en ont absolument rien à faire d'avoir une requalification en CDI. C'est pas ce qu'ils cherchent. Ils cherchent une rémunération supplémentaire. Et je trouve ça intolérable. Je trouve ça intolérable que l'on ne puisse pas avoir un minimum, un rendez-vous avec un ministère quand on représente autant d'emplois. Voilà. Merci de ce complément. Alors, à ce stade, et comme il s'est déjà dit beaucoup de choses, je propose qu'on donne la parole à monsieur le député. Vous allez faire une petite synthèse de ce qui vient de se dire. Vous êtes un spécialiste du Code du travail. On voit qu'il n'est pas forcément adapté à cette profession, que les évolutions jurisprudentielles mettent dans le pétrin, hein, on va prendre cette expression, donc notamment les traiteurs, mais ça impacte aussi les hôteliers, les restaurateurs. À l'Assemblée nationale, est-ce que il vous semble qu'il y a des choses qui peuvent se faire, qu'on peut faire pression sur le gouvernement pour agir et agir vite? Excuse-moi, oui, il va y avoir, il y a un député dans le table qui a été soulevé par rapport à un traiteur qui lui a dit qu'il est inquiet de son entreprise. Il y aura une question ouverte, il y aura une question écrite au gouvernement qui va y avoir à ce sujet-là. Au Parlement, je saurai quand ce sera au journal officiel. Je vous informerai et peut-être appuyer ce député aussi par rapport à cette question au gouvernement. Merci. Merci de m'avoir convié ce matin, Monsieur le Président Chenet. Je salue le Président Vessey dans la salle. Je suis heureux de revoir mon collègue député du Var, Jean-Michel Couve, qui est ici. Mesdames et messieurs, je suis heureux de partager ce moment avec vous. Je suis en train de subir ce qu'on appelle le syndrome du pasteur, c'est-à-dire qu'à l'office du dimanche, ceux qui sont présents se font engueuler pour ceux qui ne sont pas là. Alors j'accepte volontiers le rôle, d'endosser des décisions qui concernent davantage mes collègues de la majorité que le député de l'opposition que je suis. C'est un préalable et pas une excuse. Toutes les dispositions, messieurs, qui vous mettent en colère et que vous avez, madame, pardon, qui vous mettent en colère et que vous avez présentées ce matin, je les ai combattues énergiquement au sein de l'hémicycle, dont ce que j'entends me dit, 1, que nous avons bien fait de le faire, 2, ça confirme que nous avons perdu au vote, mais ça je le savais, et troisièmement, qu'il va falloir trouver les voies et moyens de corriger tout ça. Ce que j'entends m'indique plusieurs choses, d'abord sur le plan
général et puis sur un plan plus précis concernant votre métier. Premièrement, des dispositifs des lois qui contraignent à un tel point l'exercice même du cœur d'un métier, au point de rendre quasiment impossible son exercice, ne peuvent pas durer très longtemps. Et ce qu'on voit, ce que vous dites sur le temps partiel ou ce que vous dites sur les extras, qui sont... Alors, bien sûr, votre métier, c'est d'héberger des gens qui viennent chez vous et de les nourrir, pour beaucoup d'entre vous. Le cœur de métier n'est pas là, mais ce sont des moyens indispensables pour l'organisation des activités. Si vous n'avez pas ça, il n'y a pas de... Vous ne pouvez pas employer dans vos hôtels des personnels, dans vos restaurants, des personnels qui, pendant 2 heures l'après-midi, entre 15h30 et 17h30, sont pas occupés parce qu'il n'y a pas de travail. C'est pas possible. D'où un certain nombre de difficultés d'organisation. La loi contrecarre la possibilité même de ça, et à ce titre, évidemment, elle doit être changée. Deuxièmement, le dialogue social, Dieu sait, le président Vessel sait bien, j'en suis un fervent partisan, le dialogue social ne peut pas tout régler. Et je ne suis pas tout à fait surpris qu'effectivement les propositions que vous avez faites aux organisations de salariés dans votre branche professionnelle prennent un petit peu de temps avant de revenir et que vous ayez des retours, ça le temps ne me surprend pas. J'ai été beaucoup plus surpris, je le dis très très librement, de voir que le patronat avait signé, ou les mouvements patronaux avaient signé dans la loi sur la sécurisation de l'emploi cet article sur le temps partiel. Ça, franchement, je suis un peu ces affaires-là, vous le savez. Là, autant il y a un certain nombre de dispositions que j'ai bien comprises, j'ai bien compris les atermoiements sur la prévoyance, etc. Les trucs vont très bien, on peut tout comprendre, mais ça, compte tenu de l'impact que ça avait nécessairement sur les entreprises de taille plus modeste, très franchement, je me pose encore des questions. J'ai toujours pas compris. Donc s'il y a quelqu'un qui comprend le cheminement dans la salle, il voudra bien me l'expliquer parce que c'est quand même un vrai problème. Troisièmement, la mécanique dérogatoire d'accord de branche, elle est permise, et ce n'est pas la première fois sur ce sujet en particulier, elle est absolument impossible à mettre en œuvre une fois que la loi a été votée. C'est d'une expérience constante. Donc ça nous interroge aussi sur l'économie générale du dialogue social, que ce soit sur le plan interprofessionnel, sur le plan des branches, ou même dans les accords d'entreprise. Une fois qu'on a pris une disposition et qu'on y met des caractères dérogatoires, pour voter les dérogations, bernique, c'est extrêmement difficile. Donc il y a une logique là qui est à repenser. Troisième élément, alors, les personnes qui sont sur la scène ici, et vous dans la salle, avez peut-être des obligations de réserve. Moi, j'ai un devoir de parole. Et je dis très clairement, et je le dirai en ces termes au ministre du Travail, un ensemble de dispositions qui rend moins risqué le recours au travail clandestin que l'exercice normal de sa profession ne peut pas durer. Parce que quand on m'explique les sanctions que vous encourez devant les prud'hommes, 100 000 € d'amende ou d'indemnité, peu importe le statut juridique, 100 000 € par extra, c'est beaucoup plus cher et beaucoup plus risqué que d'employer des gens au black. Hein, excusez-moi, mais je vais mettre les pieds dans le plat directement. Alors, s'il faut choisir, qu'est-ce que vous voulez? On est en train de vous inciter et d'inciter toute une profession à recourir au travail clandestin, alors que par ailleurs on dit, non, le combat. C'est incompréhensible. En termes de solutions, je ne vais pas être trop long parce qu'il y a visiblement des points à traiter ensuite. Premièrement, il m'a semblé comprendre, mais il arrive que les déclarations officielles ces temps-ci soient contredites peu après qu'elles aient été prononcées, donc je marche avec précaution. Il m'a semblé comprendre dans la loi dite de simplification qu'à titre de simplification, on allait simplifier par ordonnance une loi qu'on avait votée l'année dernière sur le temps partiel. Je crois avoir entendu le secrétaire d'État considérer que simplifier, c'est découdre des choses compliquées qu'on a faites juste avant. C'est ça la mécanique dans laquelle on est. Donc nous attendons les ordonnances pour voir comment on va régler cette affaire du temps partiel. Il me paraît, moi, que si effectivement les 10 heures correspondent à un seuil acceptable pour votre profession, il faut prendre celui-là. Si c'est ce qui va à votre métier, prenons 10 heures. S'il faut qu'un cadre plus souple soit fixé par la loi pour permettre à chaque branche professionnelle, qui est une de mes marottes personnelles, de signer des accords sur les durées qui conviennent, prenons ça. Après tout, pourquoi pas. Deuxième élément, je vais envoyer un mot à M. Rebsamen en séance cet après-midi, pendant les questions au gouvernement. Je lui ai envoyé un petit mot en lui disant que on aimerait bien aussi Norca le rencontrer pour lui parler de 2-3 choses. Donc je vais lui dire que j'ai bien entendu, que je me suis fait engueuler pour son compte ce matin, que ça ne se reproduira pas, et donc il est prié de déférer à l'invitation quand il en aura connaissance. Plus sérieusement, ce décret sur les emplois, comment dit-on ça, sur les extras, il doit sortir. C'est pas la première fois en matière sociale. Il y a des juristes dans cette salle. Ils savent bien que tous les jours, les praticiens du droit constatent que la Cour de cassation tort, pour ne pas dire qu'elle pollue, pour ne pas dire qu'elle interprète à l'envers, ou qu'elle décide à l'envers de l'esprit de la loi qu'elle est censée juger. Il y a 25 cas,
Et alors, la Chambre sociale de la Cour de cassation est absolument spécialisée dans ce domaine. Et je pourrais vous en donner des exemples, malheureusement, extrêmement nombreux. Le problème de droit ici, c'est que le CDD, dans l'esprit, il est fait pour répondre à un besoin temporaire de l'entreprise. Que ce soit sur des emplois par nature temporaires ou pas, il n'y a qu'un emploi il y a 2 emplois temporaires chez vous. Il y a le marchand de peau de lapin et le rémouleur de couteaux. Et il y a le ramoneur aussi qui peut venir. Ça, c'est par nature temporaire dans un hôtel-restaurant. Tout le reste, on ne connaît pas beaucoup d'activités dans lesquelles il y a des emplois temporaires par nature. Enfin, c'est pas pour ça le CDD. Le CDD, s'il y a un besoin particulier, pendant un temps précis, on prend un CDD. Et puis voilà. Que la Cour de cassation l'interprète en disant c'est seulement sur les emplois par nature qui sont temporaires, ça n'a aucun sens. Enfin, il faut bien peu connaître la réalité économique pour dire des bêtises pareilles. Donc il faut faire évoluer ça. Est-ce que le décret suffit pour cadrer la jurisprudence de la Cour de cassation? J'en doute. Je me permets de vous le dire au passage. Ça sera un premier élément important. C'est un problème d'architecture et de normes de droit, hein, simplement. Ça sera un signal politique et juridique important. Certes, ça ne sert pas à rien. Les entreprises pourront s'abriter en quelque sorte derrière ce décret par rapport à la jurisprudence de la Cour de cassation. Mais moi, je suis persuadé qu'il faut revenir par le biais de la loi pour repréciser. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre le décret. Je suis en train de vous dire l'inverse. Il faut qu'ils le prennent tout de suite, sans délai. Ce n'est pas compliqué à écrire. Hein. Il n'y a pas la peine de faire des pages et des pages et des pages de texte. Il faut les inciter à le prendre. Je participerai à cette incitation et je vais alerter le ministre du Travail sur le sujet dès cet après-midi, encore une fois. Mais je pense qu'à l'occasion du texte porté par le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, au mois de janvier, il faudra revenir sur ce sujet par voie d'article additionnel ou d'amendement pour repréciser un texte que visiblement la Cour de cassation a besoin de lire à l'endroit. Merci, monsieur le député.